Bonjour à toutes et à tous. Merci déjà à tous d'être présents cet après-midi. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce retour d'expérience. Je m'appelle Léa et j'ai pour mission cet après-midi d'animer ce retour d'expérience, accompagner les industriels et dans l'amélioration de leur performance aussi bien économique que sociale fait partie de notre mission chez Quaternaire. Nous sommes une société de conseil en management et en formation implantée sur 4 sites en France, Nantes, Paris, Lyon et Toulouse. Nous sommes intimement convaincus que bien-être et performance sont indissociables pour améliorer durablement la performance. Accompagner nos clients, mais aussi contribuer à leur visibilité fait partie de notre mission au quotidien. Et c'est pourquoi aujourd'hui Thierry Gaillard, qui est directeur du site LDC DPE, et Antoine Housset, qui est responsable maintenance et travaux neufs du site, partagent avec nous conviction, transparence et enthousiasme le projet qui nous lie. Faire de la maintenance une maintenance forte au service de la performance industrielle. Donc Thierry Gaillard, qui est à la direction du site de LDC DPE, il travaille depuis 14 ans. Il est à la direction de site depuis 21 ans et il a notamment travaillé pour Marie-sur-Gelée. Il est donc à la direction de ce site depuis 2016. Vous allez souvent entendre parler de DPE pendant notre conférence. DPE veut dire département produit élaboré. Antoine Housset, lui, est arrivé en 92 chez DPE. Donc lui a gravi les échelons, il a commencé en tant que technicien maintenance, il est passé par la responsabilité des énergies et aujourd'hui il a la responsabilité du service depuis 2018. Je vous propose de leur laisser la parole. Il faut savoir qu'un temps d'échange est prévu à la fin de cette conférence pour vous laisser libre cours à vos questions. Donc LDC est un acteur majeur du marché agroalimentaire. Pouvez-vous, Thierry, nous présenter en quelques mots le groupe ? Bonjour Léa, bonjour tout le monde. Donc le groupe LDC est bien connu pour ses marques, les marques Le Gaulois, Marie. C'est un groupe familial qui a été né de la fusion de 2 entreprises familiales sur Sablé-sur-Sarthe, spécialisées dans l'abattage et la commercialisation de volailles locales. Et c'est un groupe avec des engagements, des valeurs partagées par les 93 sites qui le composent aujourd'hui. Élever durablement, un objectif ambitieux autour d'une démarche nature d'éleveur. Mieux vivre ensemble, faire de la QVT une priorité. Respecter la terre, minimiser bien sûr notre empreinte carbone, réduire, valoriser nos déchets et agir sur nos emballages. Et enfin, bien nourrir les Français avec des produits bons, sains, respectant une charte nutritionnelle. Le groupe, comme je le disais, compte aujourd'hui 93 sites en France et en Europe, et dont DPE fait partie. Et c'est plus de 23 500 collaborateurs à date dans le groupe. Et donc le site de DPE dans tout ça ? Alors DPE, c'est donc le département de produits élaborés situé à Sablé-sur-Sarthe. C'est un site de transformation de produits de volaille, des produits cuits, des produits rôtis, des produits panés, des produits confits, destiné principalement à la GMS, qui ne connaît pas les fameux cordons bleus, les nuggets, les filets rôtis, les grignottes Le Gaulois. Donc tout ça est fait sur le site de DPE dans la Sarthe. Suite à la montée de la GMS à la fin des années 80, en fait, qui a entraîné le développement de la découpe, s'est posé et tout ça au détriment de la pièce entière, s'est posé le problème de l'équilibre matière. Donc il a fallu trouver des débouchés pour garantir l'équilibre matière, parce qu'un poulet, c'est fait de 2 cuisses, de 2 ailes, et en vente, en découpe, on ne vend pas toujours à l'équilibre. Donc c'est comme ça que s'est développée l'idée de faire des produits élaborés. Et c'est ainsi qu'en 90, le site DPE a vu le jour. Ça a été et c'est encore la raison d'être de favoriser les équilibres matières de la filière volaille, même si aujourd'hui, c'est devenu... il y a une deuxième raison d'être, c'est bien de répondre à une vraie attente consommateur autour de ce type de produit. Donc le projet que vous allez nous présenter s'est déroulé et se déroule encore aujourd'hui. Antoine, avez-vous quelques chiffres clés à nous présenter pour contextualiser la démarche ? Alors bonjour à tous, le site de DPE est donc sous la direction de Thierry. Pour moi, je suis chargé du service maintenance dans lequel je travaille depuis plus de 30 ans.
C'est un site historique où il y a 3 activités principales. On fait de la charcuterie de volaille, on fait du pané et on fait des confits. Il y a à peu près 900 collaborateurs sur le site. On a une vingtaine de lignes de production. On expédie plus de 24 millions de colis par an. C'est un site qui est en pleine croissance. En moyenne, on a un agrandissement tous les 2 ans. Le site a été créé en 90 avec 6 000 m². On est aujourd'hui à 38 000 m². Donc, vous voyez un peu la croissance que ça a pu donner. Donc si je résume, il y a eu une création en 1990 et depuis, le site de Sablé n'a sans cesse évolué. Notamment grâce à des investissements et des extensions qui lui permettent d'atteindre sa capacité actuelle. Et c'est notamment grâce à cette croissance que le projet s'est déployé sur le service maintenance. Quelle était la situation de DPE et quels enjeux deviez-vous relever? Donc là, c'est moi qui réponds. C'est ça. Le site a connu une croissance continue et forte. Antoine vient de l'expliquer avec les chiffres qu'il a donnés, qui en a fait aujourd'hui un site de près de 1000 personnes avec de la pluriactivité. Il y a plus de 20 lignes de production sur le site. En 2020, on a donc on a souhaité réorganiser le site en 3 unités autonomes pour favoriser le développement de l'expertise des équipes et apporter de l'agilité et de la réactivité. La maintenance a bien sûr été au cœur de cette réorganisation, ce qui signifie que des nouvelles personnes et de nouveaux encadrants notamment sont arrivés. Une nouvelle gouvernance du service a été mise en place. Et tout ceci dans un contexte de fort investissement, de croissance liée au Covid notamment. On a une croissance naturelle, mais on a une explosion de nos volumes au moment du Covid. Et les équipes se sont retrouvées du coup assez rapidement en souffrance. On fonctionnait en mode pompier, des taux de dysfonctionnement qui ont eu plutôt tendance à augmenter, et puis un mal-être s'est installé dans les équipes de maintenance, notamment dans un atelier qui était l'atelier Pané. Les enjeux étaient donc doubles, économiques et sociaux. Alors complètement, parce que il nous fallait répondre à la demande qui était sans cesse croissante en termes de volume, mais aussi améliorer la qualité de vie et les conditions de travail du personnel de l'atelier. Pour arriver à cela, il nous fallait aussi recruter, stabiliser et fidéliser nos équipes, mais les conditions de réussite n'étaient pas remplies. Le mal-être des équipes, comme je vous le disais, 50% des effectifs de cet atelier de maintenance étaient en poste depuis moins de 2 ans, avec des nouveaux équipements intégrés, un marché qui était en tension, donc difficile de recruter. Je vous rappelle qu'on est sur Sablé-sur-Sarthe. C'est une région avec une implantation agroalimentaire et industrielle très forte, donc de vraies difficultés comme dans beaucoup d'autres secteurs pour recruter des gens en maintenance. Donc effectivement de gros défis à relever et les conditions n'étaient pas remplies. Et donc quelles étaient votre conviction à ce moment-là? Notre conviction, c'est qu'il devenait urgent de redéfinir les processus, d'apporter du métier et les méthodes de travail pour assurer une meilleure efficacité de notre maintenance et afin d'apporter un peu plus de sérénité dans l'atelier. On était convaincus que pour ce faire, on devait être accompagné. Et c'est donc début 2022 qu'on a sollicité les équipes quaternaires. D'accord. Et donc, une fois lancé, quels ont été les grands jalons de cette démarche? Alors nous sommes mis rapidement d'accord avec la proposition méthodologique de Quaternaire, à savoir démarrer par un diagnostic pour avoir une idée très précise des chantiers qui nous attendaient. On a fait ce travail au printemps 2022. Donc Thierry le disait, sur l'unité Pané, c'est une unité qui est composée de 8 lignes de production. Une fois le diagnostic posé, il faut ensuite se l'approprier, faire émerger les chantiers. Du coup, l'équipe maintenance, encadrement, technicien et aussi la production. On n'a pas fait ça qu'avec la maintenance. On s'est tous réunis en séminaire et l'objectif du séminaire était double, de partager les mêmes éléments de contexte et co-construire la feuille de route dont déroulera les chantiers.
juste à titre informatif pour tout le monde, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une feuille de route ? La feuille de route, en réalité, c'est un grand projet. Nous, on l'a baptisé PUMP. Alors, PUMP, ça veut dire performance, unité, maintenance, pannée. Donc bon, ça c'est un peu par rapport au site. Il s'articule autour de deux grandes priorités. Donc l'attractivité, on en a parlé, et la performance du site. On a identifié 6 axes. Il y a déjà 6 chantiers sur les 18 chantiers. En fait, on a référencé 18 chantiers. On en a déjà 6 de démarrer aujourd'hui. Donc vous nous avez parlé d'un diagnostic au printemps 2022, mais concrètement, quand est-ce qu'ont commencé les chantiers ? On a réellement commencé les chantiers en septembre 2022. En fait, on a commencé par 2 premiers chantiers qui, pour nous, on trouvait nécessaire de démarrer par la définition des rôles et des responsabilités. Ça s'appelle le RACI pour les plus initiés, qui lui est déjà terminé. Et après, on a aussi travaillé en même temps sur l'attractivité de la maintenance, dans lequel il reste quelques actions encore à réaliser. Ensuite, on a travaillé sur la structuration de l'animation et le passage de consignes. Là, on a un travail en cours avec les équipes de techniciens, les RE. En fait, on a les horaires, les passages d'horaires, la communication n'était pas toujours très claire. Donc, on a revu tout ça avec des nouveaux tableaux. On a repris toute la méthode. On a aussi lancé un chantier tour terrain. Et là, ça permet d'améliorer la relation avec la production. C'est un tour de terrain entre le responsable d'équipe et un responsable d'équipe production. Ça a permis aussi d'impliquer la production dans le projet, quoi. Donc si je comprends, vous aviez eu plusieurs axes à travailler. Quel a été l'axe prioritaire et est-ce que vous pouvez nous présenter en détail certains chantiers ? Donc les axes prioritaires, on vient de les citer, hein, et le tout premier pour nous, c'était de développement de l'attractivité. On est attractif, bien sûr, que si les personnes déjà qui sont chez nous se sentent bien chez nous. Hein, c'est la première des choses. Donc l'axe attractivité, il s'adresse bien sûr aux futurs collaborateurs et à l'extérieur, mais il s'adresse aussi et peut-être avant tout aux équipes internes. On est implanté, comme on le disait, dans un secteur très concurrentiel, sur un marché de l'emploi qui est déjà en tension. Et comme on le disait tout à l'heure, il était nécessaire d'étoffer les équipes. Mécaniquement, il fallait faire face à l'augmentation des volumes. Donc le nombre de lignes augmentant, il fallait plus de personnel. En plus, on a eu quelques mutations intra-groupe, parce qu'on a un grand groupe. Donc il y a un peu d'aspiration sur nos équipes, quelquefois. Et puis quelques départs. De personnes qui changeaient leur projet de vie. Et on avait donc un gros besoin de recrutement. Et ceci sur plusieurs fonctions, hein, comme technicien de maintenance, responsable d'équipe maintenance, mais aussi des conducteurs de machines sur l'ensemble de notre parc. Donc on a décidé de lancer 2 chantiers importants. Un premier chantier sur le processus de recrutement. Donc là, plutôt avec les équipes RH, en collaboration avec, bien sûr, les équipes de maintenance. Là aussi, il était important de partir sur un arrêt sur image. Donc, on a fait une sorte de diagnostic en évaluant notre processus sur un référentiel qui nous a été proposé par Quaternaire. Donc, ça a été un bon point de départ pour identifier les points de vigilance et les axes d'amélioration. Et puis, dans un second temps, enfin, pas dans un second temps, dans le même temps, un second groupe de travail, là, plutôt avec les équipes maintenance, a été mis en place. Et là, l'objectif, c'était surtout de les écouter, de les comprendre, les gens que l'on a aujourd'hui chez nous en maintenance, comprendre ce qui les motive, quels sont leurs drivers, qu'est-ce qui permet de les impliquer, en fait. Parce que bien comprendre ce qui fait envie chez nous, à un moment, ça nous permet de mieux le vendre derrière. Hein. C'était aussi l'objectif, quoi. Donc, si je rebondis sur le sujet du référentiel, vous voyez affiché à l'écran les 5 thématiques définies par vos équipes RH et l'encadrement pour faire du processus recrutement un processus performant. Donc, effectivement, hein, donc avec le premier groupe qui travaillait sur les processus de recrutement, cette image de départ nous a permis de comprendre nos points de force et nos axes de progrès. Le référentiel de recrutement permet d'évaluer en fait la maturité du processus en place
en notant les bonnes pratiques associées à chaque axe et de voir où sont nos failles quelque part. À l'issue de cet état des lieux, on a travaillé, toujours avec les équipes RH, à la structuration d'une méthode de sourcing, à la mise en place d'animations collectives, à la définition d'indicateurs aussi à piloter. C'est un véritable processus qu'il faut piloter comme tout autre processus que l'on a dans les entreprises. Et on a trop tendance quelquefois à considérer que c'est le travail du RH. Non, c'est un véritable processus qui doit entraîner toutes les fonctions quasiment de l'entreprise dedans. Donc on a travaillé là-dessus et on a également entériné la création d'un poste de chargé de recrutement parce que ce bilan nous a mis à l'évidence que le recrutement, ça devenait sur nos sites vraiment quelque chose de primordial. Donc aujourd'hui, on a un poste à temps plein à faire du recrutement spécifiquement pour notre site. Voilà. Et donc ce poste a été créé. La personne est arrivée il y a 3 semaines. Donc on est encore au début, mais on est très satisfait d'en être déjà arrivé là. Et donc, à l'issue de toutes ces actions, est-ce que vous vous êtes réévalué sur le même référentiel ? Oui, hein, vous pouvez le voir. On est passé royalement d'une note de 2 à 2,9. Hein, donc, oui, on a pu le faire. On voit qu'on a pu faire progresser l'évaluation sur l'ensemble des axes des référentiels et principalement sur 2 axes, j'ai envie de dire, où on l'a vraiment fait évoluer. C'est sur l'expression du besoin et l'écriture de nos offres. Et ça a été notamment pu être fait grâce au travail qui a été fait là, avec les équipes, avec les gens de maintenance, quand on a pu travailler sur leur driver et tout, et sur ce qui les motive. On a beaucoup amélioré finalement l'expression du besoin. On a mieux su décrire ce dont on avait besoin sur nos sites et rédiger derrière des offres que l'on pense être beaucoup plus attractives que ce qu'on avait avant, qui ressemblait à n'importe quelle offre. Donc si je résume, il s'est passé un premier travail avec les fonctions support et l'encadrement pour recueillir le besoin du service maintenance. Mais est-ce que les équipes terrain ont aussi été impliquées ? Oui, c'était essentiel d'impliquer tout le monde. Devions nous interroger et aller chercher les réponses sur le terrain. Alors, étudier, recueillir les motivations des équipes, qu'est-ce qu'ils recherchent, comment les fidéliser. Ça a été un travail d'écoute et d'analyse qui permet de mieux s'adresser aussi aux futurs recrues. Les arguments, le ton, les avantages qui peuvent faire la différence. Mais qui permet aussi de faire prendre conscience aux équipes les points positifs qu'on avait sur notre site et les axes d'amélioration aussi qu'on pouvait y apporter. Donc nous avons fait des actions pour remotiver les équipes et mis en place par exemple la cooptation. Alors, ça se fait beaucoup en ce moment. Ce chantier est novateur au sein de notre site de DPE. C'est un chantier quand même avec lequel on était à peu près une quarantaine à participer avec tout âge confondu. Pratiquement une grosse partie de l'atelier, voire un peu de production aussi. Donc ça fait une quarantaine de collaborateurs interrogés et revus pour réussir ce projet. Et donc comment vous avez travaillé sur ce chantier attractivité ? Nous avons interrogé les collaborateurs sur les leviers que vous voyez, que vous pouvez voir à l'écran. Donc sur les postes émissions, sur le processus, la reconnaissance, le sourcing, les conditions de travail, les moyens. Les retours ont été quand même très positifs. Ils ont notamment permis une prise de conscience de la part des équipes des avantages qu'ils pouvaient avoir, notamment même sur les sujets sensibles comme le salaire, la rémunération. À la suite de quoi nous avons continué d'impliquer les équipes. C'est super. Donc l'équipe maintenance a été écoutée, mais a aussi participé à la co-rédaction des annonces. C'est vraiment une initiative qui se démarque. Oui, ça c'était super. En impliquant l'équipe dans la rédaction des annonces, franchement, l'équipe a pris, je peux le dire comme ça, un peu de plaisir à faire ce groupe de travail. C'est se donner le maximum de chances de parler le même langage, en fait, d'attirer encore davantage par les arguments forts une accroche qui capte l'attention. On a aussi, entre-temps, nous avons également renforcé les moments de cohésion, les temps forts. On a réalisé quelques travaux dans l'atelier, un petit coup de neuf. Du coup, ces initiatives ont rendu un peu l'atelier un peu plus agréable.
Et donc vous, Thierry, en tant que directeur du site, quelles sont selon vous les conditions de succès et de pérennisation d'un tel chantier ? Bon, on vient déjà de les citer, hein, communiquer, bien sûr, piloter la démarche et puis surtout impliquer. Je pense que c'est en impliquant tout le monde qu'on se donne le maximum de chances. Tout ça pour embarquer tous les collaborateurs, pour soutenir une dynamique, pour faire rayonner au sein du site et du groupe les réussites du service maintenance. Et puis faire participer l'ensemble des acteurs le plus possible. Tout ça, c'est faire en sorte que tout le monde y trouve sa contribution et puis s'approprie toute cette démarche. Donc vous avez mentionné au début de votre intervention 2 axes de travail, l'attractivité sur lequel on vient de parler et un second axe autour de la performance. Est-ce que vous pouvez développer ce deuxième axe ? Oui, si je dis non, tu ne seras pas contente. Exactement. Oui, deuxième axe, c'était la performance. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la nouvelle organisation industrielle, le découpage en unités n'était pas aux attendus du tout en termes de performance. Donc, retravailler les processus, l'ensemble des processus maintenance, c'était une priorité. Il était également important de démarrer vite sur cet axe afin d'aller chercher de la crédibilité auprès des équipes. Et quel chantier avez-vous mené ? Alors, la feuille de route faisait état de plusieurs chantiers, hein, courant sur une période de 2 à 3 ans. Donc déjà, le prérequis, c'est qu'on a dû, avant de démarrer, on a attribué chacun des chantiers à un pilote. Donc on a vraiment déjà plusieurs personnes impliquées, ne serait-ce que par cela, et on les a tous formés à la conduite de chantier. C'est important, c'est un rôle qui nécessite une formation de base. Le premier chantier, donc, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, hein, qui concernait toujours le service maintenance, avait pour objectif la clarification et la détermination des rôles et responsabilités de chacun. Je vais laisser Antoine, il va expliquer ça mieux que moi. Concrètement, avant de définir les rôles et responsabilités de chacun, il a été nécessaire de retravailler les fondamentaux. Une méthodologie qui a été impulsée par les équipes de Quaternaire et que nous partagions aussi. La première étape, c'était de définir le processus du service. A été la partie la plus longue. Après, il y a eu une étape incontournable sur laquelle nous ne pouvions pas identifier et positionner les collaborateurs acteurs. Et donc, quel processus avez-vous retravaillé ? On a retravaillé surtout les basiques de la maintenance, le curatif, le préventif, l'amélioratif, les révisions, les achats, les gestions de pièces détachées, les stocks dormants, les sociétés extérieures, le réglementaire, enfin tout le basique de la maintenance. Et c'est pour cela que ça a pris beaucoup de temps, n'est-ce pas Léa ? En effet. Donc, une fois les fondamentaux en place, pour qu'ils soient acceptés et utilisés des équipes, il était nécessaire de les piloter. Quel rituel d'animation avez-vous mis en place ? Ouais, on n'a rien inventé. On a mis en place des animations quotidiennes, hein, vraiment rituelles, afin de fluidifier la communication au sein même de la maintenance, mais aussi avec les équipes de production. Et puis tout ça dans le but d'anticiper les pannes, de prioriser les actions et les interventions et de pouvoir les planifier. Et tout ça, on l'a déjà un petit peu dit tout à l'heure, mais on l'a complété ça par des tours de terrain. Ces tours de terrain, on est en train de les mettre en place actuellement. Les rituels d'animation sont bien en place et on est en train de développer ces tours de terrain. Et là, l'objectif, c'est bien de pouvoir mieux superviser les lignes. On essaye de mettre en place ces tours de terrain avec le responsable d'équipe maintenance et son responsable d'équipe production, qu'ils le fassent ensemble, de telle sorte qu'au moment du passage d'équipe et du changement de poste, les informations passent bien et puis que la communication fonctionne bien entre toutes ces équipes-là. Et donc, combien de temps durent ces animations ? Est-ce que les premiers résultats sont positifs ? C'est une animation d'une vingtaine de minutes entre la prod et la maintenance qui se fait à chaque changement de poste. Donc on attend beaucoup de cette démarche et on est convaincu que ça va apporter. On a déjà des premières initiatives terrain qui s'observent et on a même des ressentis qui sont plutôt très très positifs. Donc c'est plutôt intéressant.
Donc vous aviez pour objectif une maintenance plus performante, vous avez refondu les processus et impliqué les équipes, mais nous savons qu'impliquer le management de proximité, c'est un vrai facteur clé de succès. Comment l'avez-vous mobilisé et accompagné ? Donc effectivement, il était nécessaire de former et accompagner l'encadrement. Nous avons accompagné opérationnellement Sullivan, qui est le responsable maintenance du secteur Panet. Il y a eu une approche théorique et pratique qui lui a permis de vraiment prendre en main son poste de manager. Une montée en compétences rapide de Sullivan et un véritable changement de posture managériale. Donc pour conclure, nous avons parlé de l'axe attractivité et de l'axe performance. La performance se traduisant donc par la refonte des processus et par l'animation du service maintenance avec les passages de consignes et les tours terrain. À date, quelles sont les prochaines étapes de la feuille de route ? Alors tout d'abord, avant de parler de prochaines étapes, il faut pérenniser tout ce qu'on vient de mettre en place, hein, c'est-à-dire qu'il faut le suivre, il faut l'auditer et il faut s'assurer de leur efficacité. Donc comme vous avez pu le comprendre, hein, la démarche est récente et certaines actions viennent juste d'être mises en place. Donc il faut bien accompagner tout ça. Après, si j'arrive à me mettre d'accord avec Quaternaire pour la suite des choses, hein, on imagine travailler sur d'autres chantiers de la feuille de route. La première phase, on vient de le voir, elle a concerné surtout des chantiers d'organisation et d'animation. Et la seconde, il est prévu qu'elle nous plonge bien plus sur les processus spécifiques à la maintenance, comme visant la recherche de performance. Et donc, on a déjà identifié certains chantiers. Peut-être tu peux donner des exemples, Antoine ? Ouais, je vous disais tout à l'heure qu'on avait lancé 6 chantiers sur les 18 qu'on avait relevés, qu'on avait prévus dans la feuille de route. Donc, les prochaines étapes sont le déploiement des analyses de panne, la criticité des équipements, mettre en place le processus fiche, symptômes, cause, remède, optimiser le préventif. Alors, ce qui est important, diminuer durablement les taux de panne. Et enfin, la maintenance autonome aussi sur certains équipements. Voilà les prochains chantiers. D'accord. Donc maintenant, nous avons une vision plus claire sur les 2 axes travaillés et sur la suite du projet. Avez-vous néanmoins des premiers résultats à nous présenter ? Elle insiste, elle veut des résultats. Moi aussi, ça tombe bien. Alors aujourd'hui, la démarche est en cours. Les premiers résultats, ils sont de l'ordre du ressenti. On sent aujourd'hui davantage de sérénité au sein des équipes, ça c'est certain. On a trouvé des équilibres qu'on n'avait pas, donc des équipes qui sont beaucoup plus sereines et, j'ose le dire, plus heureuses à leur poste. Actuellement, donc, on vit un réel mieux. On observe effectivement déjà une baisse significative de nos taux de dysfonctionnement, sans que ce soit facile d'attribuer les résultats à l'une ou l'autre des actions, hein. C'est un tout, mais on est plus que persuadé que la démarche y a contribué et qu'elle y contribue et qu'elle y contribuera encore, parce qu'encore une fois, on n'est même pas à la moitié du gué. Côté recrutement, je dois avouer que c'est beaucoup plus difficile. Côté recrutement, il est difficile de toucher des CV. À date, on a reçu à peu près 13 candidatures. On a aussi choisi de travailler sur un autre axe, hein, compte tenu aussi de ces difficultés-là. C'est qu'on a choisi d'intégrer des gens de production en maintenance, tout simplement. Donc, en leur faisant suivre des cursus de formation. Donc, actuellement, on a du personnel de production, des conducteurs qui évoluent vers des postes de maintenance au sein du site. Donc oui, il est encore beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions définitives, mais on a gagné en sérénité et on est confiant. On arrive à la fin de cette intervention, donc surtout, moi je voudrais en profiter, c'est que s'il y a des gens qui ont des CV à nous remettre, avant de partir, n'hésitez pas. Hein. Vous avez compris que c'était quand même un des enjeux de notre travail. On va mettre une urne là, dans le coin. Là. Vous êtes toujours dans une dynamique de recrutement forte, donc voilà, on en est là. Si vous aviez 10 conditions de réussite à nous partager, quelles seraient-elles ? Je crois qu'elles sont affichées, ouais, c'est ça. Ah bah si tu les enlèves, ça va pas aller, Léa. C'est bon. Donc oui, il y a 10 facteurs clés de succès. Rien de bien nouveau encore hein, dans tout ce qui est conduite de projet, mais bien sûr, il faut compter sur une direction engagée.
C'est clair que ça ne marche que dans ces conditions-là. Écouter la résonance du terrain, on a beaucoup parlé de cette partie-là. Préparer et faussorer collectivement, impliquer, tout simplement. Il faut donner du sens pour embarquer. Alors c'est vrai que vu le contexte, on n'avait pas beaucoup de mal à donner du sens, mais pour autant, il faut aussi que les équipes soient persuadées que ce qu'on fait contribue bien au résultat qu'on veut leur vendre. Sensibiliser l'ensemble de l'accorder autour d'un objectif commun, créer les conditions favorables pour que chacun avance à son rythme. Il faut faire confiance. On a vraiment laissé les rênes aux équipes sur pas mal de domaines. Et voilà, donc il faut faire confiance. Il faut prendre le temps, il ne faut pas être trop pressé. On est souvent trop pressé. Il faut justement pas trop attendre de résultats immédiats et se dire qu'on travaille pour la durée. Donc prendre le temps bien sûr de bien communiquer. Il faut rythmer. Par contre, il faut qu'il y ait souvent de l'actualité. Il faut que tout ça se soit piloté, monitoré. Donc on a un copil qui fonctionne avec Quaternaire et tous les mois à peu près, on se retrouve pour faire le point de l'avancée des différents chantiers, réajuster, une méthode un petit peu agile. Faut aussi être dans ce fonctionnement-là. Et puis, nous, c'était une conviction, mais je reste persuadé que pour être efficace, il faut être accompagné par un partenaire extérieur, Quaternaire ou un autre. Il se trouve que nous, on est bien contents du travail qu'on fait avec eux. Mais l'aide d'un partenaire extérieur, ça permet d'avoir le regard extérieur. Et pour les équipes, je pense que c'est important aussi. Donc voilà, s'il y avait 10 facteurs clés de succès, ce serait peut-être cela. Super, merci. Je vous remercie tous les deux pour cet échange. Je vais donc proposer à Guillaume Limousin, qui est directeur client chez Quaternaire, de nous rejoindre pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Il a participé de très proche à l'ensemble du projet. Alors on dit toujours que c'est pas tous à la fois pour les questions. Moi, j'ai un super bon rôle dans cette histoire. Ah bah. Pardon. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question sur justement quand vous avez interrogé la quarantaine, je crois, de collaborateurs. C'est sur la méthode. Est-ce que vous avez plutôt fait des ateliers animés avec des, 5-6 personnes et autour de type brainstorming? Est-ce que c'était plutôt sous un format questionnaire, tout le monde pareil? C'était sur la résonance du terrain. Comment vous l'avez récolté? Alors, de plusieurs manières. Effectivement, des groupes de parole qu'on appelle groupe scan, où on fait parler les gens de la maintenance à part et les gens de la production à part sur qu'est-ce qui va pas et quelles sont vos idées pour que ça aille mieux demain. Ça, c'est la partie collective. Il y a aussi une partie individuelle avec des interviews individuelles de personnes. On a pu avoir la chance en plus d'interviewer une personne qui était sur le départ, donc qui nous donne beaucoup d'éléments. Et puis des interviews de tous les managers qui gravitent autour de la maintenance. On vient recouper tout ça avec en plus une évaluation sur le référentiel des bonnes pratiques maintenance. On rajoute encore un 4e truc, c'est les immersions terrain. Et une fois qu'on a fait tous ces quatre actions-là, ça nous permet d'avoir une vision complète et de commencer à impliquer les gens. On continue de les impliquer après via des groupes de travail. Par exemple, pour la rédaction des 40 personnes, c'est pas que pour cette partie diagnostic, c'est aussi dans les groupes de travail derrière. La rédaction des annonces, il y a une grande partie des techniciens, peut-être la moitié de l'équipe, qui a participé à rédiger les annonces en faisant des battles de rédaction d'annonces. Donc c'est assez ludique. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Ça a été un élément fort. Ils ont vraiment apprécié de faire ce travail-là parce que les équipes de maintenance, ils ne sont pas habitués à participer à la rédaction d'annonces ou autres. Et je peux vous assurer que les équipes de maintenance, ils peuvent être très inventifs. Bon, et puis on avait mis dans le groupe, on avait fait exprès aussi de mettre un gars des énergies, un gars de l'automatisme,
Puis il y avait tous les âges, en fait, il y avait des jeunes de 20 ans, des gars de 50 ans, donc il y avait vraiment tout, ça représentait vraiment tout l'atelier, quoi. C'était ça qui était intéressant. Mais c'est vrai qu'ils étaient inventifs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Du coup, j'ai une question. Vous parliez de rituels, notamment voilà, les rituels de communication pour la maintenance et production et maintenance. Est-ce que vous étiez sur une étape de création? Est-ce que finalement c'était un peu un renouveau de quelque chose déjà existant? Alors c'est un problème sans lettre, mais on avait des rituels. Je vous ai dit qu'en 2020, on a mis en place, on a réorganisé l'usine en unités. Et à cette occasion-là, on avait revu complètement notre système de gouvernance. Et entre autres, on a mis en place un certain nombre de rituels au sein des différentes unités. Mais il manque quelque chose dans les rituels de maintenance. Il nous manquait quelque chose. Donc là, la vraie difficulté que l'on a, c'est qu'on a besoin de mettre un rituel. Et il faut réussir à le fondre dans le système de gouvernance qui est en place. Parce que forcément, hein, rajouter des rituels à des chefs d'équipe qui en ont déjà, ou des choses comme ça, ça peut pas fonctionner. À un moment, il faut que ce soit acceptable. Donc, on est encore actuellement avec Guillaume et puis Léa, on est dans ces échanges-là. C'est comment réussir à intégrer une nouvelle démarche dans quelque chose qui est déjà présent et pour l'implémenter, pour l'améliorer. Mais on partait pas de rien, mais c'est pas forcément, à la limite, quand on part de rien, c'est peut-être plus facile que de devoir rajouter quelque chose. Et le rituel maintenance, en fait, il était fait, mais pas toujours fait, pas toujours bien fait. Donc là, maintenant, Guillaume a revu avec Sullivan l'organisation de ce point, avec plein de points précis, en plus, abordés à chaque point hebdo. Et du coup, oui, ça fait vraiment un plus pour toute l'équipe, ça c'est sûr. Et du coup, on l'a dupliqué aux autres équipes. On a l'unité charcuterie, du coup, a dupliqué aussi le travail qui a été fait au Panet. Et puis, sur ces rituels, hein, un rituel qui se tient tout seul finalement et qui se maintient et où les gens n'ont aucun mal à le faire, c'est que c'est réussi. Hein. Et c'est ce qu'on a réussi à faire en fait. Parce qu'aujourd'hui, le rituel... il n'y a pas besoin même de trop contrôler. C'est devenu un passage obligé pour les responsables. Je rajoute des choses. Par exemple, le passage de consigne, il existait. Donc c'est un rituel qui était déjà existant, mais il était oral et pas très formalisé, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'informations qui passaient à la trappe entre les équipes. Là, le fait d'avoir le tableau que vous avez vu tout à l'heure, où chacun prend le temps d'écrire vraiment concrètement qu'est-ce qu'il a fait qui est soldé pour garder la trace, en plus de la GMAO, mais aussi surtout ce qui reste à faire pour le poste d'après, c'est écrit. C'est plus tiens, tirez à la machine 12 de la ligne 8, regardez, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Ouais. Bravo, en tout cas. Juste une petite question. Vous avez fait part du projet attractivité. J'ai bien compris que la démarche est encore jeune. Est-ce que ça a eu un impact sur la fidélisation et sur le turnover ? Oui, ça a eu un impact sur la fidélisation. On avait, alors je vais vous le dire carrément, on avait quand même une partie de l'atelier qui était un peu sur le départ là, avant ce travail. Et on a des bons retours et les gars sont plus du tout sur le départ. Donc ça, c'est plutôt positif, voire très positif. C'est un travail de tous les jours. Hein. Je ne vais pas vous dire que c'est gagné d'avance, mais... Oui, on avait des gars qui étaient avec des volontés de départ dans le groupe ou autre part, et en fait ils sont maintenant pour rester avec nous, donc c'est plutôt vraiment très positif. Depuis que la démarche a commencé, aucun départ. Voilà. Ça parle de... Mais ils ont vu une nette différence dans l'organisation, ils ont vu une nette différence. Donc, Bonjour, Pascal Laurent, Agro-Mousquetaire. Je voudrais savoir si vous aviez eu une approche par rapport à l'organisation du travail. On sait qu'aujourd'hui, en maintenance, le fait de faire les postes, les astreintes, voire les week-ends ou les nuits, ça devient problématique, hein, puisqu'il y a une réflexion
post-Covid par rapport à tout ça. Et dans l'organisation proprement dit, sur l'opérationnel, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place sur la planification de vos tâches si vous avez un outil vous avez développé en plus de votre GMAO ou autre? Alors sur les outils maintenant, c'est toi qui répondras, hein, mais je ne sais pas s'il y a... mais en tout cas, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais par rapport au rythme de travail, notamment pour l'ensemble des équipes, et ça dépasse la maintenance, oui, c'est des choses sur lesquelles on est obligé aujourd'hui de faire très attention. Et oui, on est amené à travailler aussi là-dessus. Et clairement, mais ça touchait beaucoup les équipes de maintenance, comme les équipes de nettoyage. On était sur des rythmes... voilà, la production dictait sa loi, il fallait produire. Et derrière, la maintenance est obligée de suivre. Aujourd'hui, on fait très attention dans la planification à s'assurer de ne pas mettre des rythmes qui deviennent insoutenables. Donc, très clairement, on a réduit la voilure dans certains cas. Réduit la voilure sur du travail de samedi. Moi, on travaillait énormément de samedi. On le fait toujours, mais de façon beaucoup plus exceptionnelle. Ça veut dire que, tant pis, hein, quelquefois, ça nous pousse à rater des ventes, oui, certainement. Parce que, notamment sur l'année du Covid et encore après, derrière, les volumes s'attirent fort. Mais finalement, on se rend compte que si à un moment, vous perdez vos équipes, la quantité produite de vos usines, elle diminue. Et vous avez beau mettre des samedis en plus, vous ne récupérez pas ce que vous perdez par la perte d'efficience. Donc, il ne faut pas se tromper. Le bon curseur, c'est d'aller chercher la meilleure efficacité, la meilleure efficience. Et puis, certainement, garder des rythmes de travail qui deviennent acceptables. Même si les gens ils sont capables de supporter des périodes de... On peut leur dire, au mois de mai, forcément, il va falloir certainement faire des samedis. Ouais. Mais le reste de l'année, si on en fait tous les samedis, c'est plus jouable, quoi, hein. Les gens ont besoin d'avoir des coupures, quoi. Donc oui, on a beaucoup travaillé là-dessus, parce que le Covid, l'année 2000, en fait, on a fait un peu n'importe quoi autour de ça. 2020. 2020, ouais, j'ai dit 2020. L'année 2020, et c'est encore des sujets là, qui touchent, mais au-delà de la maintenance, hein, qui touchent l'ensemble de nos organisations, où on est en perpétuel questionnement sur des aménagements, voilà, des choses dont on ne se préoccupait pas pendant des années. Je pense que depuis ces 5 dernières années, avec les différentes crises qu'on a pu voir, on voit que le patrimoine humain, il est tellement important qu'il faut le soigner, hein. Il faut le soigner. Ouais, et plus spécifiquement en maintenance, il y a des actions concrètes. Typiquement, quand on va optimiser le préventif, quand on ne l'a pas revu depuis longtemps, on va axer les actions préventives sur les équipements critiques. Ça veut dire que on peut peut-être faire moins de préventif la nuit quand ça ne tourne pas et passer de 1 à 2 personnes. Et les actions de fiabilisation aident à ça aussi. Là où on a besoin de 2 personnes pour faire le correctif dans un poste, plus on va fiabiliser, moins on va avoir besoin de personnes pour faire le correctif. Donc, ça joue, ça contribue à faire remplir le job avec moins de monde. Et ça contribue aussi, si on enlève une personne la nuit, à être mieux sur les horaires, quoi. Après, sur le changement d'horaire, il n'y a rien eu de spécifique dans les changements d'horaire des gars. On est resté sur les horaires qu'on avait avant. Ça semble... c'est pas ressorti comme un problème en soi. C'était vraiment un problème organisationnel. Et c'était plus ça qui choquait. En fait, les rôles de chacun n'étaient pas bien définis. Et c'est ça qui a vraiment gêné tous les gars de la maintenance par rapport à leurs responsables, parce qu'ils se marchaient un peu dessus. Et c'est le fait de bien redéfinir les rôles de chacun. Alors, il y a eu un gros travail de Léa qui a duré quelques semaines là, sur les rôles et les responsabilités de chacun, mais ça a payé et c'est vraiment le ressenti de l'équipe, quoi. C'est ce qui ressort le plus. D'où l'intérêt du diagnostic aussi, enfin du questionnement, de l'écoute qui est importante. Parce que ce qui est ressorti des équipes maintenant, c'est effectivement au contraire. Sur la gestion des horaires, c'est sorti comme un plus. Sur ce site, ok, on a des horaires qui ne sont pas toujours faciles, mais il y a une vraie capacité à s'entendre, à échanger. Au sein de l'équipe, c'est plutôt sorti comme un point fort. Donc là, par contre, ce qui a été important, ça a été de se dire, ça, il faut le garder. Parce que vous pouvez structurer les choses et aller casser quelque chose qui est vécu par les personnes comme un plus, hein.
Et ça, on le fait souvent, malheureusement. On mène des projets, on pense améliorer les choses, et on vient casser un truc qui était important pour les équipes. Donc c'est important de faire ce travail qui a été fait avant, qui a été d'écouter, mais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien. Et là, clairement, ils nous ont dit, attendez, les plannings, la façon dont c'est géré sur le site, n'y touchez surtout pas. Ça, on s'y retrouve, c'est bien. Voilà. Mais c'était la sollicitation sur le samedi qui posait problème quand même. Et qu'on a ça commence à devenir compliqué. Et sur la partie planification de vos différentes tâches à effectuer, préventives ou systématiques ou... Ça, c'était déjà en place, donc ça, on n'a rien changé de spécifique là-dessus. En fait, maintenant, c'est peut-être mieux encadré et comme les rôles sont bien définis, c'est toujours la même personne qui vont voir, etc. Enfin, c'est juste une question d'organisation, on va dire, entre guillemets. On a un outil de GMAO qui sort les OT, donc il y avait déjà des choses en place. Bonjour. Vous avez parlé d'organisation de rondes de terrain conjointes entre les chefs d'équipe production et chefs d'équipe maintenance. Quel était l'objet ou le but de ces rondes? Est-ce que c'est de la préparation de travail? Est-ce que c'est de la mise à disposition? Est-ce que c'est juste le recensement des petits problèmes techniques qu'il peut y avoir? C'est peut-être tout ça à la fois. Je pense que c'est tout ça à la fois. Enfin, moi, je sais pas si... moi, personnellement, quand j'ai commencé à travailler en production, j'étais responsable d'un atelier. La personne avec qui je passais le plus de temps, c'était mon alter ego en maintenance. Parce que si vous partagez pas, si vous n'êtes pas dans le partage avec lui, tout simplement, chacun travaille dans son coin, chacun a ses priorités, qui ne sont pas les priorités du collectif, quoi. Et vraiment, enfin moi personnellement, je crois énormément à ça. Hein. Il y a un petit truc qu'Antoine il sait qu'on n'a pas réussi encore à faire et que j'aimerais bien réussir à faire, c'est que moi je voudrais que le bureau de chaque responsable maintenance d'unité soit en face de celui de production. Je l'ai fait dans des usines avant où ça a super bien fonctionné. Là, on n'y est pas encore arrivé, donc c'est des axes qu'on veut donner. Mais un responsable maintenance, il veut toujours être auprès de ses équipes, c'est important. Et c'est bien, il faut aussi qu'il soit présent auprès de ses équipes. Mais le fonctionnement du binôme, si vous voulez vraiment que les priorités soient partagées, c'est important. Donc en les obligeant à faire au moins déjà ce tour de terrain ensemble, ça leur permet d'échanger autour des problématiques du moment et déjà de partager sur la priorisation. Et sur l'aspect autorisation de travail, je ne sais pas si vous utilisez ce type de document ou ce type d'autorisation. Est-ce que vous avez pu améliorer ce processus ou je parle de la mise à disposition conjointe ou du moins réalisée conjointement entre le personnel de production et le personnel de maintenance pour que les interventions puissent être réalisées en sécurité, par exemple? Alors je pense que vous n'avez pas ce genre de document, mais le fait de faire le tour ensemble, ça, concrètement, c'est 3 choses. C'est voir les problèmes concrètement ensemble, plutôt que de se faire une demande d'intervention qui ne va pas être bien interprétée, qui va de toute façon aller falloir voir sur le terrain. Ça permet ça. Et donc ça permet de gagner de la réactivité sur des toutes petites choses. Ça permet de se mettre d'accord sur les priorités. Et de fait, j'espère répondre à votre question. C'est-à-dire, tu vois, le truc là, il est en train de lâcher. Si on ne fait rien, dans 2 jours, ce n'est pas 1 heure que je vais te prendre, c'est 4. Donc ça permet de se dire, il faut qu'on arrête conjointement cette ligne-là. Et c'est partagé avec la production et la maintenance. Donc tout le monde parle d'une même voix auprès du responsable pour dire, il faut arrêter cette machine. C'est ça que vous vouliez dire par les ouvertures, non? C'est ce que vous vouliez dire par le fait des ouvertures? Les demandes d'ouverture, c'était ça en fait? Oui, c'est ça, c'est un permis de travail. C'est une... Ouais, disons que là... Pardon? C'est la distribution du travail, quelque part, non? Finalement, c'est plus une procédure qui indique que la production met à disposition à la maintenance une machine pour qu'elle puisse intervenir en sécurité. Ça peut se décider dans ces points-là. Et surtout, donner du feedback, ça permet aussi à la maintenance de dire aux gens de prod, le truc que tu m'as demandé il y a 2 jours, je l'ai fait. Ce qui manque très, très, très souvent dans ce qu'on voit sur le terrain. Parce qu'on fait une demande, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas quand est-ce que la maintenance va la traiter. Donc ça permet, comme le disait Thierry, aux gens de se parler, de travailler ensemble. Et ça, c'est vraiment fort.
Quand vous avez parlé de la répartition des tâches pour les techniciens de maintenance, j'imagine que vous parlez de ça à la passation de consignes. Comment ça se passe? Enfin, c'est sur un support, c'est sur le tableau, il y a une tâche pour un technicien. Enfin, est-ce que le chef d'équipe, je sais pas, il donne cette tâche à tel technicien et comment ça se passe? Vas-y Léa. Alors en fait, dans l'idée, c'est que c'est vraiment un passage de consignes entre responsables d'équipe techniques. Les techniciens n'ont pas accès à ce passage de consignes en tant que tel. Ils peuvent y avoir accès s'ils sont disponibles à ce moment-là. S'ils sont en intervention, ils n'y vont pas. L'idée, c'est que s'ils ont un temps libre, ils peuvent avoir accès à ce tableau et de se dire « Ok, moi, je viens prendre telle action et je viens consigner l'action. » Et ainsi de suite pour tous les techniciens. Si jamais il y a des actions qui restent trop longtemps, c'est au rôle du responsable d'équipe de dispatcher les actions entre leurs techniciens. Donc les techniciens n'assistent pas à la passation de consignes? En fait, en théorie, oui. Là, dans le cas chez vous, on peut le dire, ils y sont très rarement. Ils sont bien occupés. C'est un choix. C'est le responsable d'équipe après qui répartit le travail en fonction des priorités. Donc du coup, il y a un temps entre le chef d'équipe et les techniciens après? Quand ils sont disponibles, oui, pour redonner le travail, oui. Sinon, ils s'appellent au téléphone. Aujourd'hui, il n'y a pas de rituel par équipe, responsable d'équipe technicien. D'accord, merci. Ça peut être le cas dans d'autres secteurs, à d'autres endroits. Ce n'est pas le cas ici. D'accord. Bonjour. Moi, j'avais une question tout à l'heure sur un item. Vous avez marqué salaire. Donc, au début du processus, vous avez remis à plat tous les salaires de la maintenance. Vous avez fait un plus. Comment vous avez abordé ce sujet salaire avec les équipes dès le début du projet? Alors, avant que Thierry réponde, je vais juste spécifier que pendant le diagnostic, on a regardé les niveaux de salaire du pôle et les niveaux de salaire en France. On a fait tout un tas de petites... pas tout un tas, mais on a fait une étude précise pour se rendre compte que le niveau de salaire initial des techniciens de maintenance de LDC-DPE, il était bien. Il était bien sur le bassin local, il était très bien par rapport à la moyenne française. Donc ça a été le premier point de départ. Parce pour dire aux techniciens et leur expliquer factuellement que l'a priori ou l'image qu'ils avaient de se dire on n'est pas bien payé, c'était pas vrai. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et puis le deuxième, c'est que la première chose, c'est d'oser en parler avec eux. Donc on les a vus, on en a parlé, enfin, notamment les responsables, on en parle avec eux. Et puis la direction de l'usine, moi-même, je me suis mis à l'écoute des managers de la maintenance pour comprendre les positionnements de chacun. Donc oui, on a été amené à faire des corrections. Alors, on a des réévaluations globales, générales pour tout le monde, mais il y a eu des repositionnements qui ont été faits pour essayer d'amener de la cohérence dans le système de rémunération. Ce qui se passe, je pense que tout le monde le vit, c'est que quand on est en période de recrutement, vous pouvez recruter des gens, vous vous rendez compte que pour recruter, vous allez les prendre sur des niveaux de rémunération qui vont vous mettre un petit peu de bazar dans votre politique de rémunération interne. Donc à un moment, il faut s'en occuper de ça, tout simplement. Donc on s'en occupait. La réponse, c'est que oui, on s'en est occupé, mais on n'a pas, franchement, on n'a pas mis sur la table des choses démesurées. Mais le fait de s'en occuper, de dire on va le regarder, on s'en occupe et déjà, vous avez une certaine reconnaissance qui arrive auprès des gens, quoi. Puis on a peut-être pris un peu plus conscience d'une chose, c'est aussi qu'il faut... C'est bien de recruter des techniciens, c'est bien, mais de garder ceux qu'on a, c'est très important. Donc, on a surtout essayé de redonner un petit peu de marge entre les techniciens qui ont une vingtaine d'années d'expérience et ceux qui arrivent. Et comme dit Thierry, pour recruter des nouveaux, il faut mettre un certain montant. Et du coup, il a fallu remettre un petit peu de marge entre les deux, quoi. Merci.
Bonjour. Le fait que vous ayez créé un poste de recrutement, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, vos équipes ne sont pas complètes. Combien vous êtes et combien vous estimez devoir être pour pouvoir répondre à vos attentes en fait? Vous voulez la version maintenance ou la version direction? On va prendre la version maintenance. Version maintenance, on va dire pour être bien, il faudrait qu'on ait au moins 5 techniciens de plus et un responsable d'équipe. Donc là, ce qu'on recherche. Sur l'ensemble de l'unité, pas que sur l'unité panée sur laquelle on Ouais, a voilà. déployé Sur- les chantiers, mais sur sur l'usine l'ensemble entière. de l'usine. Ouais. Sur les panés, avec 2 techniciens et un RE en plus, ça nous irait bien déjà. Il est raisonnable parce que je pensais qu'il aurait dit plus. Parce que réellement, oui, il faut. C'est au moins ça, quoi. Et d'où c'est la au moins nécessité ça. de créer un poste en fait. Pardon? D'où la nécessité de créer un poste de recrutement. Alors non, le poste de recrutement, il se justifie pour l'ensemble du site. Le site de DPE, c'est près de 1000 personnes aujourd'hui. Je pense qu'on recrute à peu près 80-90 personnes tous les ans sur toutes les fonctions. Et la grosse difficulté que l'on a, comme beaucoup d'autres doivent avoir, c'est de trouver des conducteurs de machines, c'est de trouver ces profils-là. Et donc aujourd'hui, il faut être beaucoup plus proactif qu'on ne l'est, même si on l'est, auprès des écoles. Il faut être très actif dans l'apprentissage. Enfin, toutes les voies sont à explorer. Et pour ça, ça devient un vrai travail. Il faut que le travail soit coordonné parce qu'aujourd'hui, on avançait jusqu'à présent de façon un petit peu désordonnée. Chaque service faisait un petit peu son marché à sa façon, aidé par une RH, mais qui n'avait pas que ça à faire. Parce que si vous gérez les problèmes sociaux dans une usine de 1000 personnes et qu'en même temps, vous devez gérer les recrutements, vous imaginez que le temps qui est consacré au recrutement, quelquefois, est un peu insuffisant et tout. Donc voilà, ce qu'on s'est dit, c'est que c'est vraiment une fonction aujourd'hui dans une usine comme la nôtre qui devient plus que primordiale. Donc il faut se doter d'une personne dont c'est le métier, qui sait ce que c'est, et dont la fonction, on a tendance à penser recrutement, c'est je fais passer des entretiens, je passe des annonces. C'est pas que ça. C'est travailler sur la communication externe, c'est travailler sur l'attractivité en interne, c'est aider à faire de la communication en interne, à mettre en place des animations. C'est tout ça le rôle d'un service recrutement quelque part. Hein. Aller aux portes ouvertes des écoles. Aller aussi, aux portes ouvertes des écoles, être présent dans les filières de recrutement. Enfin, c'est un vrai travail, quoi. Et qu'on faisait franchement pas assez bien, quoi. Alors là, j'attends beaucoup de ça, moi, hein, mais forcément, la personne est arrivée il y a 3 semaines. Il va lui falloir un petit peu de temps avant de construire vraiment le truc, mais c'est déjà, ça nous a déjà permis, tout ce travail qu'on a fait avec l'aide de Quaternaire, de se rendre compte que, bon, allez, il fallait y aller, quoi. Bonjour. Vous parliez tout à l'heure à un chantier, vous associez un pilote. Comment vous avez accompagné justement ces pilotes? Est-ce que c'est de la formation, du coaching? Quel type de formation? Parce qu'effectivement, si vous rebattez les cartes aussi sur les rôles et responsabilités, il y a un accompagnement majeur à opérer auprès de ces personnes-là. Quelles étaient justement ces modalités d'accompagnement? Donc il y a une formation initiale. Donc on choisit quand même les pilotes au préalable de se dire, par exemple, le chantier de maintenance autonome, on sait que c'est une clé de succès que ça soit un pilote de fabrication qui le fasse, plutôt que quelqu'un de la maintenance. Et d'ailleurs, les pilotes ont été définis lors du séminaire. En fait, on a réparti pour ne pas que tous les chantiers tombent sur la même personne, parce que là, on noie la personne. Donc on a réparti tous les chantiers à tous les responsables pour que chacun on ait un équilibre de chantier, quoi. Et du coup, on a fait une formation. Vas-y. Ensuite, on forme ces pilotes, on les aide, et c'est notre rôle à nous, consultants, à cadrer les chantiers. Et ensuite, on les accompagne sur les méthodologies, sur les points difficiles qu'ils pourraient avoir dans l'animation de leur chantier et sur l'animation. On n'est pas là tout le temps, on est là ponctuellement pour les aider à faire ça. Moi, juste un petit mot, hein, pourquoi nous on a choisi Quaternaire, c'est parce que on a eu de longs échanges
avant de partir ensemble. Mais pour moi, ce qui est important dans la démarche, c'est surtout qu'il y a un savoir-faire qui se développe au sein de nos équipes. Donc, pour beaucoup de choses, on est accompagné par Quaternaire qui vient coacher. Mais les pilotes, déjà, c'est effectivement des gens de chez nous. Et au-delà de ça, hein, sur les différentes démarches que l'on fait, on parle de maintenance autonome, ce qu'on souhaite faire sur la maintenance autonome. Si on y va, parce qu'encore une fois, on est en train de prioriser les chantiers qu'on va ouvrir. Alors, on n'ira peut-être pas dans les 4 mois qui viennent, mais certainement plutôt en fin de deuxième semestre. Mais sur la maintenance autonome, l'objectif, c'est de pouvoir mener un chantier avec l'aide de Quaternaire, mais pour nous, devenir autonome derrière. Et parce qu'on va le faire sur 1 ou 2 équipements, et après, qu'on puisse déployer la démarche seul, quoi. Donc, c'est ce qu'on a échangé entre nous avant. Moi, j'avais besoin de m'assurer que c'était bien cette philosophie-là. Donc, c'est pas, moi, j'attends pas de résultats immédiats, chiffrés, mais j'attends vraiment de transmettre du savoir-faire à l'ensemble des équipes, professionnaliser nos équipes. Je vous rappelle qu'on avait des managers qui étaient jeunes. On parle de Sullivan qui était à la maintenance Pané. Il avait très peu d'expérience de management. Donc ce qu'on avait besoin, et il a été, c'est Guillaume qui l'a coaché pendant plusieurs séances pour l'aider à l'amener dans son rôle, véritable rôle de manager. Parce qu'on avait là quelqu'un, un technicien super qui allait en aide de toutes ses équipes, mais vous comprenez que ce n'est pas forcément le rôle de manager que de faire le pompier, quoi. Hein. Et donc voilà, c'est beaucoup d'accompagnement, quoi. Hein. Et Justement, en termes d'accompagnement, est-ce que vous aviez un plan de progrès individuel en disant, ben voilà, tu as de nouvelles responsabilités, de nouvelles fonctions, et du coup, pour continuer à progresser, voilà les éléments sur lesquels on va t'accompagner sous tel délai, et du coup, avoir l'accompagnement qui va bien, quoi. Oui, là encore, on part d'un référentiel managérial sur lequel la personne qui est accompagnée s'auto-évalue. Après, il y a un partage avec le manager de la personne pour se dire, bah, tiens, moi j'aimerais bien progresser sur l'axe animer mes équipes. Et puis, c'est vraiment sur mesure, quoi. On a choisi ensemble les chantiers, les axes sur lesquels on allait travailler l'accompagnement. Super projet, en tout cas. De toute façon, il y a toujours, quand on fait du coaching, de l'accompagnement, un positionnement de départ. On se met d'accord sur... là on veut aller, et puis en fin d'accompagnement on refait un positionnement. Ça c'est de la démarche. Puis on vous a pas montré le radar, mais là aussi il s'est élargi. Ok, super, merci beaucoup. Merci pour vos questions. Merci tout le monde. Merci à tous. Bonne fin de salon.